Brahima, je suis vraiment heureuse de t'accueillir aujourd'hui. Nous sommes encore plus symbolique, nous sommes dans le cadre des 8e rencontres des études africaines en France qui auront lieu pour la première fois à Nice. Je te souhaite la bienvenue et je te remercie sincèrement de tout le soutien que tu nous as apporté tout au long du projet SLAFNet. Merci beaucoup Marie-Pierre. Tous les deux, nous sortons de la même écurie Paris 7 autour du laboratoire CEDET avec professeur Catherine Kokery-Vidrovitch. Et donc, au moment où nous nous rencontrions en 2013, tu étais à l'est du continent et moi à l'ouest du continent, quelque peu isolé. Quelque peu, je dis bien, puisqu'à l'époque, nous avions déjà créé CART, le Centre africain de recherche sur les traites et les esclavages. Et à l'époque, institutionnellement, j'étais seul. Et dans CART, étaient impliqués des étudiants venant d'autres universités africaines, et même hors Afrique, parce que Haïti était avec nous, et on avait le Cameroun, on avait des contacts au Mali, en Mauritanie, au Niger, mais tout ça était un peu une relation CART avec des étudiants et pas formellement avec les universités d'où ces étudiants étaient originaires, sauf pour les Dakarois qui travaillaient sous ma direction et qui n'étaient pas encore très nombreux sur le sujet sur lequel nous travaillions, parce que c'était un angle mort de la recherche, une question sensible, une question même quelque peu taboue, c'est-à-dire la mise en esclavage d'Africains dans le continent africain par d'autres Africains. Et on ne savait pas qu'à l'est du continent étaient enclenchés les mêmes questionnements, mais dans des contextes historiques différents, dans des traditions universitaires différentes, parce qu'anglophone pour le Kenya. Donc, le fait qu'on se soit rencontrés à Paris, dans les bureaux du CIRESC, avec Myriam Kotias, avec qui on était tous les deux en contact, a déclenché quelque chose d'extrêmement important. Et on a réussi à connecter l'Est et l'Ouest du continent, la traite atlantique, traite océan Indien, esclavage en Afrique de l'Ouest, esclavage en Afrique de l'Ouest. Et à partir de là, notre travail a permis au moins de résoudre un certain nombre de problèmes, que le sujet de l'esclavage interne à l'Afrique n'était plus tabou, et mieux, la confusion entre traite des captifs et mise en esclavage hors ou à l'intérieur de l'Afrique n'était plus confondue, en tout cas au moins au niveau des scientifiques, et nous avons travaillé à sa vulgarisation, à sa diffusion vers le grand public. Et pour ces raisons, je pense que SLAFNet a été un véritable succès, à la fois pour la recherche, la formation de la relève au niveau de nos étudiants et dans différents pays d'Afrique, et particulièrement au Sahel, où la question est d'une brûlante actualité. Je pense que pour toutes ces raisons, nous pouvons effectivement affirmer que SLAFNet a été un vrai succès de coopération, de partenariat construit autour du respect mutuel, de la générosité, mais également de la rigueur à la fois administrative et scientifique. Et je me souviens très bien parce que l'événement important déclencheur pour nous, c'est effectivement cette rencontre dans les bureaux du CIRESC avec Myriam et mes collègues. Mais c'est cette conférence de 2014 que tu souhaitais positionner en Éthiopie, oui, au siège de l'Union africaine, je me souviens. Exactement. Et bon, je pensais bien que ce serait compliqué, donc je t'ai proposé que c'est lieu au Kenya. Et l'idée, c'était vraiment de positionner tout le travail sur les esclavages et les traites au cœur du continent. Et on a réussi à faire venir plusieurs collègues de tout le continent, et notamment, grâce à toi, les associations militantes. Et ça a été vraiment quelque chose d'extrêmement important, puisque les associations, dont le réseau G5 Sahel de Ali Bouzou, travaillent toujours avec nous
et Slavnet, enfin le Slavco aura 10 ans cette année. Et ça, c'était vraiment ton initiative aussi. Oui, parce que nous avions déjà dans CART cette expérience d'être en relation avec les organisations de la société civile qui sont actives dans la lutte contre l'esclavage contemporain et les héritages de l'esclavage historique en Afrique, en particulier autour des questions de citoyenneté, des questions économiques, d'accès à la terre. Et nous étions en contact avec le mouvement IRA de la Mauritanie sous le leadership de Biram Ould Abeid. Et nous avions déjà eu à organiser des séminaires à Dakar dans le cadre de CART. Donc, quand il s'est agi d'aller à l'échelle du continent, effectivement, nous avons pensé qu'il était bienvenue que soient associés à la recherche les chercheurs universitaires, les mouvements activistes sur la question de l'esclavage pour connecter l'histoire et l'actualité. Et ça a été une recherche utile qui donnait l'information scientifique aux mouvements abolitionnistes et recevoir de leur part disons, leur vécu, leur mémoire, leur tradition, qu'on puisse, en tant qu'historien, les discuter, et chacun faisant son travail, le travail citoyen que peut effectuer la recherche. C'est pourquoi Nairobi 2014 a été très fondateur. Il est dommage que je n'ai pu y participer, puisque au moment où on s'y mettait, que j'ai été nommé recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le calendrier rectoral ne me permettait pas d'être présent physiquement à Nairobi. C'était très dommage pour moi, mais j'ai pu quand même intervenir grâce à l'époque à Skype. Je crois que j'étais à Libreville, au Gabon. Et j'ai pu faire ma communication, mon intervention grâce au numérique. Et je pense que ce moment fondateur a permis de mettre en contact les chercheurs venant de l'Est, de l'Ouest et du centre du continent, dans des environnements historiques, des héritages historiques, des vécus contemporains très différents. Les différentes colonisations sont passées par là, les traditions historiographiques également étaient différentes. Et le fait de nous être connectés a permis, disons, d'avoir beaucoup plus d'étudiants intéressés à la question, des chercheurs juniors et des chercheurs seniors sur une question, je le répète encore, à l'époque pas du tout facile pour nous. Aujourd'hui, c'est entré dans le champ accepté qu'on peut effectivement travailler sur ces questions qui, en fait, au moment où nous les posions, émergeaient déjà, mais est devenu beaucoup plus une évidence dans l'actualité, en particulier au Sahel. Donc, nos collègues du Niger, nos étudiants du Niger, du Mali, du Cameroun, le Nord Cameroun a permis de faire émerger une relève jeune qui a l'audace de se poser les questions qui étaient tabous. Et je pense que le travail précurseur que nous avons fait valait la peine d'être exécuté et je m'en réjouis très sérieusement. Donc Slavnet a permis non seulement d'ouvrir plus largement ce nouveau champ de la recherche aux historiens, parce que les anthropologues nous ont précédés sur la question avec les Aris Memel Foté, les Claude Meya Issou, mais les historiens avaient été un peu en retard au démarrage. Mais là, on a vraiment beaucoup avancé dans la formation de jeunes chercheurs et c'est entré dans les curricula des enseignements dans les différentes universités au nord comme au sud. Nous sommes aujourd'hui connectés
entre Africains travaillant sur la question de l'esclavage. Et c'est dirigé par un jeune collègue, Amadou Cheikhou, qui, du Cameroun, a fait une thèse dans ce cadre-là sur l'esclavage dans le nord Cameroun, dans les Lamidas du nord Cameroun. Et aujourd'hui, il exerce un leadership sur lequel, en tout cas, moi, personnellement, je suis satisfait. Et nous sommes tous connectés entre Africains et connectés avec nos collègues du nord. Et je pense que c'est un excellent résultat pour SLAFNet d'y avoir contribué dans des moments où c'était difficile. Oui, oui, je te remercie beaucoup, Ibrahima. Et maintenant, alors, que penses-tu que nous devrions faire? Comment poursuivre cet effort collectif? Le programme SLAFNet est terminé. L'ouvrage va être publié bientôt. Mais le réseau existe. Et donc, nous devons poursuivre nos efforts. Oui. Je pense que première perspective, c'est de maintenir vivant le réseau. Il faut maintenir vivant le réseau. Continuer à chercher des ressources, parce que la recherche ne se fait pas qu'avec de l'eau et du pain. Il faut énormément de ressources. Sensibiliser les acteurs, les institutions publiques de l'importance de cette question, puisque à force de la mettre sous le tapis, on s'est retrouvé avec des situations de crise très aiguës dans le Sahel. Les crises actuelles ont à voir avec les héritages liés à l'esclavage interne aux sociétés africaines qu'on avait quelque peu négligé dans la recherche. Et une société qui s'aveugle sur elle-même va vers des impasses et des conflits ingérables. Donc nous devons faire un effort pour sensibiliser les autorités de l'Union africaine, au niveau international de l'UNESCO, pour appuyer ces jeunes chercheurs à investir cette question. Et l'éclairage permettra de résoudre peut-être énormément de questions, en tout cas contribuera à résoudre énormément de questions, parce que la connaissance de ce passé, ses enjeux, ses acteurs et ses répercussions contemporaines me semble d'une importance capitale. C'est pourquoi j'avais proposé à l'époque qu'on fasse le colloque en Éthiopie, au siège de l'Union africaine. Ça, c'est très important. Je pense que la mobilisation qu'on a pu faire au niveau des SCAC, des ambassades de France ou d'organismes comme la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, les institutions comme le CIRESC, comme CART ou comme le CERPETA du Cameroun, mais également à l'Est avec le Kenya. Tout ça, on doit continuer à renforcer la connexion et également au niveau de la formation, explorer des sujets nouveaux tels que les questions culturelles. On s'est beaucoup appesanti sur les questions démographiques, sur les conflits politiques. Je pense que s'ouvrir de plus en plus aux pratiques culturelles comme tes travaux ont montré leur importance, c'est les dimensions religieuses, les dimensions festives, vestimentaires, architecturales, l'habitat, le marronnage et tout ce que cela produit comme imaginaire. Je pense que explorer ces nouvelles questions également et davantage institutionnaliser, appuyer les équipes de recherche au sud, les institutionnaliser, les accrocher beaucoup plus aux écoles doctorales, aux unités de formation et de recherche, aux facultés pour certaines universités. Cet ancrage-là me semble extrêmement important, mais également réunir de plus en plus ces chercheurs, les connecter, mais les réunir dans des colloques, des séminaires, d'autant que le virtuel le permet aujourd'hui beaucoup plus facilement, qu'on puisse développer à chaque pôle, pôle Est, pôle Centre et pôle Ouest, mais également nous connecter avec nos collègues du Maghreb et de l'Afrique australe. Ces connexions-là me semblent aujourd'hui extrêmement importantes pour l'avenir de la recherche
sur l'esclavage et les systèmes de domination en Afrique. Oui, d'autant plus qu'on a dans le réseau SLAFNet les collègues de Maurice, qui sont liés avec les collègues de Madagascar et de Comores. Absolument. En dépit des difficultés, garder le contact avec Haïti et peut-être s'ouvrir aux pays du Nord anglophone, voire même avec des pays comme les Pays-Bas, le néerlandais, et puis travailler également aux traductions des sources, parce qu'il y a des sources qui sont en néerlandais, il y a des sources qui sont en langue portugaise, et je pense que la connexion établie grâce à SLAFNet entre monde anglophone et monde francophone devra s'élargir aux autres langues europhones et également travailler à collecter les mémoires des sociétés africaines, revoir les manuscrits autour de Tombouctou et dans les autres sociétés et voir qu'est-ce que cela contient comme source liée au système de domination et particulièrement à l'esclavage, aux traites internes comme aux traites externes. Je pense que cette connexion est importante, mais aussi la connexion entre le passé et l'actualité de ces questions en rapport avec les mouvements abolitionnistes. Je pense que ça a été une des innovations majeures de SLAFNet et il est important que cela se poursuive comme perspective, de ne pas laisser tomber les mouvements abolitionnistes, mais également toujours garder en tête le rapport qu'on a avec eux. Nous sommes dans le domaine de la recherche scientifique, ils sont dans le domaine de la mémoire et de la lutte pour les droits citoyens. Nous pouvons coopérer sans nous confondre pour qu'il n'y ait pas de pollution des uns vis-à-vis des autres, être très conscient de nos convergences, mais être également conscient de nos différences pour pouvoir en tout cas faire avancer les choses au mieux au service de la citoyenneté et de l'activité scientifique, mais également de la formation. Oui, merci beaucoup Ibrahima, on va faire tout ça. Je suis absolument sûr que vous avez l'énergie. Moi qui suis un retraité surmené de travail, je reste à côté, mais je suis rassuré par la relève. Des thèses sont en train de se soutenir. Prochainement, on a la thèse de Djigat Amédée Bassène sur l'esclavage des enfants et des femmes à l'époque, entre le 18e et le 20e siècle en Sénégambie. Et également, on a fait soutenir beaucoup de masters et ceux qui les ont soutenus sont en train de travailler à leur thèse. Et je pense que ça me rassure en tout cas. Nous sommes loin de 2001 à Bamako, oui, où c'était difficile même de parler de la question. Oui. Aujourd'hui, on a pas mal de thèses déjà soutenues, des mémoires en cours de préparation, des thèses en cours de préparation. Et donc, je suis satisfait en tout cas de cette plus d'une décennie de travail ensemble. C'est un partenariat exemplaire Nord-Sud et Sud-Sud. Merci Marie-Pierre. Merci à toi Ibrahima, SLAFNet te doit beaucoup. Merci. Je dois beaucoup à SLAFNet aussi.